Qu'est-ce qui a changé depuis les années 60 ? Est-ce qu'il est enfin arrivé, le temps des femmes ? C'est fou quand t'es une meuf, tout ce que tu dois penser sur toi-même tout le temps. Ce désir de dire, tu pourrais faire plus. Ça a été un long travail, d'abord parce qu'il faut se rencontrer, se faire confiance, adopter mutuellement, mais aussi après, il faut que chaque histoire de chaque femme raconte une grande histoire, et qui est aussi le récit porté par Agnès Jaoui. Et donc, tout ça devait s'imbriquer, donc on a dû malheureusement abandonner le témoignage de certaines femmes, c'était un crève-cœur, mais bon, voilà, elles sont 12 à raconter leur vie au quotidien, leur petite vie, leurs petites histoires de bonnes femmes. Mais c'est ça, voilà, c'est ça, justement, c'est la grande histoire des femmes qui n'est jamais racontée, en fait. Ouais. J'avais une rage d'exister parmi les hommes. Bébé placé, qui était l'année dernière, c'est vraiment moi qui l'avais conçu, qui l'avais proposé. Celui-là, c'est plus Mélissa et la chaîne, et on s'est réunis, on a eu envie. Après, eux, ils avaient envie de parler des femmes, et puis on a creusé sur le temps des femmes. Si je réfléchis, vraiment, je prends du recul, je regarde ma vie, les différentes phases de ma vie, je me vois toujours en train de prendre soin de quelqu'un. Alors, quand j'étais plus jeune, je prenais soin de mes frères et sœurs. À l'adolescence, mes parents se sont séparés, j'ai commencé à prendre soin de ma mère. Après, j'ai fait ma vie, j'ai commencé à prendre soin de mes enfants et de la personne qui partageait ma vie. Moi, je suis gynécologue obstétricienne et je suis très engagée dans la prévention des vécus violents dans les consultations de gynécologie, qui sont une réalité, hélas, assez épaisse, hein, par-delà la question de la prédation par quelques professionnels délinquants, hein, mais ce qu'on appelle la violence ordinaire dans les soins. Et donc, c'est à cet égard que Mélissa Thuriot m'avait repérée, et donc qu'elle souhaitait que je puisse participer avec mon témoignage à ce documentaire. À mon avis, la pilule ne devrait être donnée qu'à des femmes déjà mariées depuis un certain nombre d'années, ayant déjà un certain nombre d'enfants, hein, ou alors vraiment un cas spécial de maladie. Mais à une jeune fille, ça devrait être complètement interdit. Ah bah non, si on a envie d'avoir des relations sexuelles, alors on peut pas parce que... Ah bah vous êtes bon, vous. Par ailleurs, elle insistait aussi sur ma condition de femme afro-descendante, et elle avait à cœur de mettre à l'image une ou des femmes issues des populations afro-descendantes en qualité de figure inspirante, hein, pour la jeunesse française qui est afro-descendante et qui a absolument effectivement besoin d'avoir des figures importantes. Donc j'étais assez fière, hein, ouais. J'ai absolument pas été bridée, absolument pas, c'est moi, ouais, voilà. Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises n'aident pas à l'épanouissement des femmes et des hommes. Ça a été aussi un long travail d'apprivoisement. Elles se connaissent avec Mélissa, donc on a aussi, on a appris à se connaître toutes les trois. Elle nous a fait confiance, elle a fait confiance à Mélissa. Et après, on a travaillé ensemble les étapes de sa vie, ce qu'elle avait envie de livrer, d'autres pas. Donc c'était nous, ce qui nous intéressait, c'était des souvenirs des étapes de sa vie. Donc qu'elle apparaisse à l'image, ça ne nous intéressait pas forcément, mais par contre qu'elle s'implique dans le récit et dans l'écriture de ce commentaire-là. Dans les boutiques de marque, pas de taille au-delà du 40. Dans les magazines, pas de rondeur, pas de graisse. N'y aurait-il pas d'autres modèles à proposer ? Le temps des femmes, c'est aussi se rendre compte que année après année, décennie après décennie, on passe plein d'étapes. L'étape de l'adolescence, l'étape de l'entrée dans la vie adulte, l'entrée dans l'espace public. Et toutes ces étapes, en fait, ça marque une vie jusqu'à la retraite. Et donc c'était cohérent d'avoir ce chapitrage parce que ça balayait les âges de la vie d'une femme. L'émission, en fait, faisait un appel à témoins sur une thématique qui était « Comment l'ambition vient aux filles ?» Et là, je me suis dit, allez, je prends mon stylo et j'écris une lettre. J'ai 17 ans, je vis en milieu rural, je suis ambitieuse par désir de vengeance. Ah, je devais vraiment être furieuse. Hein. On a travaillé avec une super documentaliste qui avait déjà aussi travaillé sur d'autres films sur les femmes. Moi, je connaissais beaucoup d'archives de l'INA. Ma grande fierté, c'est d'avoir retrouvé certaines femmes qui avaient été filmées dans les années 70. Et donc ça a été un gros travail d'enquête et c'est super de les retrouver comme ça 50 ans après. Et aussi, je tenais beaucoup à que les archives, ce ne soit pas un film d'histoire et donc un film d'archives en noir et blanc, mais qu'on arrive jusqu'à ce que j'appelle les archives contemporaines, c'est-à-dire des réseaux sociaux. Parce que ça, depuis 2010, avec Léna Situation et plein d'autres,
autre, il y a énormément d'informations qui circulent entre les femmes grâce aux réseaux sociaux. Et donc ces archives des réseaux sociaux, c'était vraiment une obsession chez moi, mais je suis contente que les archives balayent toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'ai vraiment jamais basé mon contenu sur mon physique, mais ça a pourtant toujours été un sujet de conversation quand on a voulu commenter mon physique sur Internet, que ce soit quand je me coupe les cheveux, que ce soit quand on se rend compte que j'ai une petite poitrine, que j'ai pris du poids. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pour ça qu'on a commencé dans la cour de récré, c'est de voir que dès la cour de récré, on est mis sur les côtés. Et ensuite, dans l'espace public, on est peloté, on peut pas rentrer la nuit. Et dans l'espace virtuel, c'est aussi très compliqué de se faire une place. Et Léna, elle s'est fait une place de fou. Et donc ça, c'était intéressant. Quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression que c'est moi qui allais pas. Et en grandissant, je me suis rendu compte que peu importe ce qu'on fait, il y a toujours un truc qui va pas. Quand t'es une femme, tu rentres jamais dans le moule. Comme disait Karine, on a des temps, quoi. Moi, j'ai eu le temps de la petite fille, seule métisse dans mon école, en plein milieu du Finistère. Il fallait s'adapter, s'intégrer, démontrer que j'étais la meilleure, absolument interdiction d'une quelconque faille. Après, il y a eu le temps de s'accrocher aux branches pour être médecin, d'être accueillie par un futur chef de service qui me dit « Je comprends pas pourquoi tu postules en gynéco, je ne veux ni femme ni noire ». On est en 1995. Je ne veux ni femme ni noire. Tu aurais dû me dire dans le documentaire, c'est dingue. Et en l'an 2000, je fais mon dernier stage d'interne. En l'an 2000, j'arrive dans une clinique pour faire un stage d'1 an et je suis accueillie de la même manière. On me dit « Tu es au courant que nous, on n'aime pas les noirs ?» Je dis « Oui, je sais. Ma copine sud-africaine est venue chez vous il y a 3 ans et elle m'a dit de me méfier. » Et donc, on est contraint à l'excellence parce que là, vous comprenez tout de suite que bon... Moi, je voulais être médecin. Depuis que je sais parler, c'est ça que je veux faire. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'y arriver. Donc, eux là, tous, j'ai très bien compris. Et donc, je vais manœuvrer toute ma vie pour aller à l'excellence, pour ne pas me prendre les pieds dans le tapis d'effectivement ce que ces gens-là m'offrent. Pour beaucoup, un poste occupé par une femme représente une suppression d'emploi pour un homme. Les garçons n'ont pas eu l'habitude de se voir distancés par les filles, de recevoir des ordres de ces dernières. Une fille montre donc, selon moi, beaucoup de courage à garder son ambition, connaissant les difficultés qu'elle aura à surmonter. Ce faisant d'ailleurs, très bien, je deviens, je pense, une assez bonne élève, un très bon médecin. Ça m'a servi, je veux dire, ces gens-là m'ont rendu service au fond, mais c'était grâce à mon opiniâtreté. Après, il y a eu le temps de devenir mère. Je rentre à la maison au bout de 4-5 jours. Moi, je suis là avec le bébé, je suis éreintée, j'ai beau avoir pas eu d'épisio, rien du tout, mais je suis quand même tout le corps disloqué et tout ça. Et là, je dévisse. Je dévisse complètement, donc je me retrouve dans la situation la plus à risque de faire des dépressions, c'est-à-dire que mon mari est au travail, moi je suis seule en tête-à-tête avec mon bébé. On est en 2003, j'ai beau être un peu à moitié attentive à ces questions, je ne comprends pas que j'attrape une dépression. Alors là, un truc que j'avais pas du tout anticipé, j'avais rien compris de ce qui allait m'arriver et je me voyais comme l'héroïne de Jane Campion dans la leçon de piano. Emportée par le fond, par mes enfants dans les abîmes bleu marine de la mer et j'ai cru me noyer. Et ça, je ne savais pas que c'était ça. Et pareil, je me suis accrochée et je suis remontée à la surface. Du postpartum est gravissime, avec des phobies d'impulsion. Je me voyais trancher mon bébé avec des couteaux, enfin c'était terrifiant. Et donc je suis aux prises avec un double truc, c'est que non seulement je suis extrêmement mal, et en plus, je me reconnais comme ayant été une professionnelle absolument piètre, puisque toutes les femmes que j'ai eues en charge, qui étaient venues me raconter ça, si pas je leur ricanais au nez, en tout cas presque. Je change à 180 degrés ma façon de fonctionner. Et puis, il y a eu le temps de quelque chose que j'ai voulu faire, c'est créer la Clinique des Femmes, qui est un espace de soins complètement atypique à Paris. Ça a été aussi fantastique de théoriser des points, les mettre en application, les mettre en œuvre, voir les effets magistraux que ça fait sur les femmes qui viennent se faire soigner là. Mes enfants sont partis et vraiment, je vis ma meilleure vie. C'est eux qui me disent merci, c'est moi qui les ai rendus adultes. Est-ce qu'il vous semble que les filles, enfin les jeunes filles comme vous, ont de plus en plus d'ambition? Mais il me semble, étant donné que nous fréquentons les mêmes établissements scolaires, que nous avons le même enseignement, à partir de là, je pense que nous avons les mêmes ambitions, les mêmes envies de percer, finalement. Je ne vois pas pourquoi on se dirait, finalement, non, je suis une fille, il faut que j'arrête là. Je pense que toute évolution impose le retour en arrière, parce que
Le fait que les femmes aient pris la parole, ça aurait pu être les hommes qui prennent la parole, peu importe. Quand certains se mettent à parler, d'autres perdent du pouvoir, de l'influence, de l'emprise. Et donc, il y a forcément des réactions. Et on voit effectivement les mouvements masculinistes, virilistes, une certaine forme de violence. Mais globalement, justement, moi, quand je regarde mes enfants qui sont des vingtenaires, et quand je les vois se comporter, mais ça va être formidable. Mais bien sûr, moi je suis extrêmement optimiste quand je les vois. Et leurs copains et tout, leurs cousins, j'ai un très grand optimisme. L'affaire, c'est qu'effectivement, on va dire, tous ceux qui sont ce que j'appelle les vieux schnocks, qui peuvent être des jeunes, y compris, qui ne veulent absolument pas lâcher du terrain sur la question, eux, ils sont en souffrance, comme ils souffrent et qui ne peuvent pas élaborer quoi que ce soit, ils ont énormément de difficultés et donc ils nous opposent la violence, la résistance. Mais bon, je pense qu'il faut avancer, ça va aller. Non, ça va aller, ouais. Je les voyais à la télévision, les femmes d'affaires, et ça me faisait envie quand je voyais ces femmes qui partaient avec le tailleur, la mallette, qui prenaient l'avion, qui allaient dans différents pays. Je crois en fait que, plus que d'être le chef, je ne voulais pas avoir de chef. C'était je veux avoir le pouvoir sur les choses et pour agir sans qu'on me dise ce que je dois faire. Il y a quand même une nuance forte. Moi, je me battais à chaque fois, je leur disais, je veux du temps. C'est-à-dire, je ne fais pas une interview en 3 quarts d'heure. Donc, c'était long. Donc, il y avait beaucoup de temps d'installation et moi, je bouillais parce que je voulais mon temps d'interview. Et donc, c'est comme un voyage, quoi. Enfin, on commence l'interview et puis, en fait, après, c'est une discussion. Non, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça. Oui. Et moi, j'écoute beaucoup ce qu'elles disent et après, je rebondis et puis je parle de moi ou d'autres. Enfin, bon, bref, c'est un truc qui est quand même assez un peu freestyle, mais bon, moi, je sais exactement. Par contre, ça fait des années que je travaille sur ces thématiques, donc je connais très très bien la. C'est pas un film personnel, quoi. Donc c'est vraiment, j'ai à cœur d'informer le spectateur aussi sur la vie des femmes d'aujourd'hui. C'est une longue discussion et après un long temps de montage parce qu'avec toutes ces heures qu'on avait, il fallait l'organiser. Et si les femmes se réappropriaient enfin leur histoire? Je suis genre juste fille. Moi, je suis une vieille enfant. Toute parole est bonne à entendre, à écouter. Pour moi, le silence est la mort, donc. On est ouvert à toutes les propositions. Et moi, si j'étais un homme, oui, je parlerais plus de l'intimité. Je pense qu'on a un déficit de parole des hommes sur des problématiques qui sont réservées aux femmes. Et donc, prenez la parole. Le temps des femmes, un documentaire inédit porté par Agnès Jaoui.